Bienvenue à toutes et à tous pour ce qui est pas moins que la 33e rencontre 30 minutes pour demain. Nous ouvrons une nouvelle semaine et nous allons poursuivre, même au-delà, j'allais dire, du confinement, ces rencontres, autant en tout cas que nous ne sommes pas en mesure de vous accueillir comme nous le faisons habituellement. Léonard Paris, où vous savez que nous organisons, nous, Léonard, la Fabrique de la Cité, la Fondation Vinci ou encore le Lab Recherche Environnement, des conférences très très régulières. Alors ce cycle, si on peut dire, de conférences ou ces rencontres quotidiennes, elles portent indifféremment, je dirais, sur la crise et sur son impact sur les villes et sur les métiers de ceux qui les font, mais aussi plus largement nous aident à poursuivre nos réflexions prospectives sur le futur de nos métiers, mais de la construction, de la mobilité ou de l'énergie. Cette fois-ci, c'est à une sorte de pas de côté, tout à la fois un exercice prospectif que nous vous invitons avec Daniel Kaplan, que je remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Daniel, Daniel est cofondateur du réseau de l'Université de la Pluralité, qui est une initiative qu'aucun d'entre nous versé dans les questions prospectives ne doit ignorer, et donc ce sera une excellente occasion également de présenter plus largement, Daniel, ce que vous faites. Cette Université de la Pluralité qui connecte celles et ceux qui mobilisent les imaginaires pour explorer d'autres futurs, et avec laquelle nous avons eu le plaisir, Léonard, de coopérer. Le sujet sur lequel et dont Daniel va nous entretenir aujourd'hui, ce sont les futurs de la mobilité, plus précisément. De nombreux facteurs donc se combinent pour transformer les conditions, les formes, les expériences de la mobilité, et nous sommes nombreux ici à Léonard dans l'assistance à y travailler et à tenter d'anticiper justement les transformations en cours et prochaines donc de ces mobilités. Ce que le réseau Université de la Pluralité a voulu faire avec un projet qui s'appelle Moving On, Moving Up, Moving Around, c'est relier les sciences, les pratiques et les arts et les émotions pour projeter un regard intégral, tu me disais Daniel, donc sur la mobilité. En un mot, interroger d'autres regards que les regards d'experts et en particulier donc croiser les visions de professionnels, d'artistes, d'auteurs, parfois versés précisément évidemment dans la science-fiction, qui est tout un terrain donc d'inspiration pour nous autres. Donc de cette première exploration et de ce chantier, Daniel va nous rendre compte, en tout cas des premières conclusions qu'il a pu observer. Je le remercie à nouveau d'être là. Je vous remercie tous et toutes de nous avoir rejoints. Comme d'habitude, je vous propose de noter vos réflexions, vos commentaires, mais aussi et surtout vos questions à Daniel dans la partie du chat qui se trouve sur la droite de votre écran. Et je me chargerai donc à la fin de la présentation de Daniel, qui va durer une petite demi-heure, de les lui transmettre. À toi, Daniel, et merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Ok, écoute, merci de l'invitation, je suis ravi d'être avec vous. Je vais, essayer de partager l'écran, ça a l'air de vouloir marcher, ça veut marcher. Super, alors ce dont je vais vous rendre compte, effectivement, c'est d'un état très intermédiaire, hein, on est au début de ce projet, d'un projet collectif d'ailleurs co-organisé avec la Fabrique des Mobilités, que plusieurs d'entre vous connaissez sans doute, d'exploration des futurs de mobilité dont l'originalité est d'utiliser les arts et la fiction comme matière première. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de travaux de qualité sur les futurs des mobilités et que ce qu'on souhaitait explorer dans la logique du réseau Université de la Pluralité, c'est ce que le détour par les imaginaires, donc art, fiction, spéculation, utopie, nous permettait de voir que éventuellement d'autres méthodes ne permettent pas nécessairement d'explorer. Donc c'est ça l'idée. Il faut que je clique au bon endroit, je pense. Voilà. C'est un projet en 3 étapes et on est encore dans la première étape. Une première étape de collecte où ce que nous cherchons à faire, c'est à ramasser, à la fois en ligne et au travers d'ateliers qui se sont déroulés en mars et avril, à ramasser ce qu'on appelle des fragments de futurs fictionnels. Donc, des morceaux de textes, d'œuvres d'art, de spectacles, de musique, qui, pour une raison ou pour une autre, disent aux participants, aux contributeurs, quelque chose sur l'avenir des mobilités. Est-ce que ça me dit la même chose qu'à vous? C'est pas important. Voilà. On ramasse
toutes ces choses-là. On est en phase donc de collecte. On a une bonne centaine aujourd'hui de fragments. Je vous en montrerai un certain nombre. Deuxième temps, essayer de travailler cette matière-là avec deux méthodes. Une première méthode qui fait aucune hypothèse en termes de contenu et sur les futurs de mobilité, qui essaie juste de regarder ce qui monte du contenu, d'une analyse de contenu, d'une cartographie, et puis une deuxième dans laquelle, j'espère avec certaines d'entre vous, dans laquelle on croise ces apports-là avec les apports de spécialistes qui travaillent aujourd'hui à leur manière et à leur endroit sur les futurs de mobilité. Et un troisième temps, à l'automne, de projection créative avec des méthodes de création visant à produire des récits du futur qui permettent ensuite d'aller explorer éventuellement des actions pour le futur. Si vous voulez un exemple dans un tout autre domaine, Léonard a également de publier des petites BD au sujet du futur du travail. Éventuellement, Mathieu, tu devrais pouvoir en fournir le lien, qui montre le résultat d'un tout petit atelier qui s'est mené avec un groupe très divers à l'intérieur de Vinci et qui a produit sur ce sujet-là des histoires passionnantes, y compris parce qu'elles sont un petit peu grinçantes et donc un peu complexes, pas juste des histoires iréniques sur le futur radieux du travail dans le futur radieux de Vinci, mais dans des choses plus intéressantes que ça. Voilà, je passe un peu sur ça. Les ateliers de collecte, donc ce sont des ateliers qui sont évidemment déroulés en ligne, à la fois au travers d'un outil de conférence tel que celui-ci, et d'une espèce de tableau blanc dont vous avez ici une reproduction, sur un des sous-groupes d'ailleurs on en avait 3 en simultané, et dans lesquels les gens simplement versaient des morceaux de texte, des morceaux d'images, une vidéo, et puis on s'en parlait, on les rapprochait, on les déplaçait. Alors, pour terminer, ces fragments aujourd'hui, ils sont progressivement collectés en ligne sur un petit outil qu'on vient de développer avec un groupe dénommé l'Atelier des chercheurs, et dans lequel qui est un outil de constitution de corpus au fond, dans lequel donc vous allez trouver plus ou moins classés l'ensemble des fragments qui ont été amenés, soit au travers des ateliers, soit directement par des gens en ligne. Si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas à le faire. Vous appuyez sur le gros bouton plus qui est en haut à gauche et c'est parti. Vous n'avez même pas à vous créer de compte. On ne gère aucune donnée personnelle. On ne gère que des contenus. Alors, ce que je vais donc très vite partager, et c'est vraiment une toute première analyse, le dernier atelier a eu lieu, le dernier atelier de cette première phase a eu lieu fin avril, donc voilà, c'est une espèce de rapport d'étonnement personnel au fond que je vous fais, ou personnel des différents animateurs et modérateurs des ateliers, mais il ne faut pas le prendre pour plus que ça n'est. Si éventuellement vous interprétez les fragments d'une autre manière, c'est tant mieux, c'est fait pour. Évidemment, on ne fait pas d'atelier ces temps-ci et de travail de prospective qui ne soit pas un peu teinté à la fois de Covid et de confinement, ce qui n'est pas forcément exactement la même chose. Et donc, on a eu forcément des fragments sur le travail à distance. Ici, vous avez un extrait d'un film qui s'appelle Kingsman. Mais peut-être plus intéressant que cette question du travail à distance, même si elle est intéressante, peut-être deux choses plus fortes. La première, c'est cette espèce d'expérience d'un ralentissement brutal, à la fois des systèmes, du temps de chacun, même du fait qu'on peut décider d'arrêter la mécanique économique, alors qu'on pouvait nous dire auparavant que c'était absolument inimaginable. Donc là, il y a quelque chose qui se fait et on sent bien ce questionnement un peu neuf, autour de dire, finalement, est-ce qu'on veut revenir exactement au même rythme qu'avant, qui invite donc à se poser des questions qui étaient au moins devenues inhabituelles ou qui restaient un peu marginales, mais qui nous montrent évidemment que la mobilité ou l'immobilité est toujours révélatrice de l'état d'une société. Ici, vous avez une image en haut à droite, d'une série qui s'appelle Electric Dream sur Amazon Prime, et qui raconte l'histoire d'un monde effondré, mais dans lequel une énorme usine totalement automatisée continue à livrer aux gens des choses qu'ils n'ont même pas demandé, mais simplement parce qu'il faut que l'activité continue. Et la question de ces gens-là, c'est évidemment comment on arrête cette usine-là pour pouvoir disposer des ressources qu'elle mobilise pour produire ces choses inutiles. Donc, ce qui bouge ici, c'est plutôt des drones.
Ce qui nous amène donc à penser aussi des formes de mobilité contestatrice, ce que vous allez trouver par exemple dans le fameux roman d'Alain Damasio, La Horde du Contrevent, qui raconte l'histoire d'un groupe qui, ensemble, solidaires, avec des compétences différentes, marche littéralement à contre-vent, à contre-courant. Évidemment, on peut aussi avoir des mobilités contestatrices telles que celles des manifestations en SUV contre les confinements qu'on rencontre aujourd'hui aux États-Unis. Là, on n'est pas dans la fiction, mais on aimerait bien y être. Point intéressant qui nous est venu, qui nous a sauté aux yeux dans ces ateliers, c'est qu'on a eu très peu de contributions qui présentaient des moyens de transport extraordinaires, très peu de voitures volantes. On a eu plutôt des ironies autour de la voiture volante, tel que ce travail de photo de Renaud Marion, sans virgule, pardon, qui nous présente des voitures volantes complètement banales, mal garées en l'occurrence d'ailleurs, dans des environnements eux-mêmes banals. Enfin, voilà, ok, elle est volante, et alors bien sûr, quelques véhicules bio-aspirés, ça quand même on en trouve. Toujours cette idée du transport sans contact, mais très peu au fond de téléportation, de choses comme ça, ou de trucs très rapides. Ou alors ce transport sans contact, justement, de cette idée d'un système de covoiturage qui serait en fait un système de covoiturage confiné, qui est plutôt un travail de designer, un travail de concept, on pourrait dire. Mais en fait, ça, je le présente là parce que, bon, quand même, il y en avait, et puis parce qu'on y pense souvent, mais notre inquiétude, c'était ça. C'était, est-ce qu'on va avoir que des voitures volantes? Et la réponse est non, assez peu. Voitures volantes, des surfs, des machins, voilà, des machins qui brillent. Et on peut se poser la question de pourquoi on les a pas. Peut-être deux choses. D'abord, parce que, évidemment, ces imaginaires, on commence à savoir qu'ils sont ambivalents. Voilà, vous avez cette espèce de pod assis qui était une publicité sans anneau du monde idéal de l'an 2000 et qui est devenu le symbole du monde abominable de Wall-E, mais c'est à peu près le même appareil. Ou cette remarque anticipatrice, d'une certaine manière, du Founders Fund de Peter Thiel, qui s'était donné, entre autres slogans, celui-ci, nous rêvions de voitures volantes, et à la place, on a eu 140 caractères, ceux de Twitter à l'époque, ou ceux des textos, et qui dit, en fait, qui peut dire, c'est plutôt ça, je pense, l'idée ici, un peu tout ça pour ça, c'est quand même un peu décevant, ou qui peut aussi nous dire que l'innovation qui compte, et pas nécessairement là où on la croit, et ne se situe pas nécessairement au sommet des courbes technologiques ou dans l'invention d'objets spectaculaires. Alors, d'autres choses là, et on va être un peu plus en vrac, pas mal de choses intéressantes autour de la mobilité comme expérience, éventuellement comme expérience pure, un bricolage avec un robot de Boston Dynamics qu'actuellement on trouve également dans les parcs à Singapour. C'est un peu moins agréable, donc qui fait vraiment chien, mais reniflant les gens pour savoir s'ils portent, enfin pour les alerter s'ils sont trop près les uns des autres ou s'ils portent ou ne portent pas des masques. Mais ici, il en a fait plutôt voilà un cheval de trait. Les imaginaires évidemment très habituels, la Red Bull sur les mobilités libératrices, et puis d'autres choses. Vous avez des gamins qui surfent, c'est un vrai reportage, c'est pas vraiment de l'imaginaire ici, mais c'est leur imaginaire peut-être, qui surfent sur les vagues de goudron faites après un tremblement de terre en Californie, ou les tentatives d'Anna, depuis très longtemps d'ailleurs, d'essayer d'imaginer des formes de voyage virtuels, compagnie aérienne essayant peut-être d'imaginer son futur. Donc, des choses sur la mobilité comme expérience. On va passer la vidéo parce qu'on n'a pas trop le temps, mais on va peut-être pas passer ces deux-là par contre. Des questionnements assez importants et peut-être des contrastes entre... alors, je sais pas, il va peut-être falloir que je coupe le son, on va voir. Oui, je vais peut-être... sinon, vous ne m'entendrez pas. Bon, c'est pas grave, vous les verrez au travers des vidéos, vous trouverez les références. L'idée de motilité, elle est sans doute familière à certains d'entre vous. C'est entre autres Vincent Kaufmann qui en parle depuis longtemps. C'est la possibilité de bouger, voire la possibilité de penser à bouger, et la période, mais aussi beaucoup de choses qui nous sont venues. On
produit une espèce de contraste entre cette idée d'une mobilité qui est une libération dans une société qui nous en empêcherait, qui nous confinerait en période de confinement ou pas, et dont un des symboles était la publicité 1984 d'Apple au moment du lancement du premier Macintosh, disant donc 1984 ne sera pas ce que le livre 1984 disait. Et puis ce travail d'artiste de Ai Weiwei avec le Forum Vie Mobile, qui a simplement été à la rencontre de migrants connectés et montré à quel point on était dans cette espèce de tension entre une mobilité physique et une connexion virtuelle, à la fois pour accéder à ses droits, pour accéder aux autres, pour se coordonner, pour essayer de trouver des points de passage les moins surveillés, et avec évidemment des conditions d'accès tant à la mobilité physique qu'aux connexions numériques qui ne sont pas exactement celles de la personne libérée, de la femme libérée qui va jeter un marteau contre les murs qui l'empêchent de bouger, de la publicité d'Apple, donc il y a maintenant un peu plus de 30 ans. Hop, passons sur les vidéos, pardon. Ce qu'on retrouvait de manière assez intéressante, c'est aussi un certain nombre de choses sur le fait sur une idée d'état de mobilité qui n'est pas peut-être aussi prestigieux que l'état de nomadisme qu'on a pu raconter et discuter depuis pas mal de temps maintenant, mais qu'on va retrouver dans des travaux, par exemple, de Winfried Baumann, qui nous montre qui imagine évidemment et prototype des habitats mobiles, rapprochant d'un côté le cadre sup qui vit là parce qu'il bouge tout le temps, mais avec ses appareils téléphoniques, son ordinateur, vous distinguez peut-être une trottinette sans doute électrique sur la gauche, et puis le centre de domicile fixe qui a lui aussi son appareil, son dispositif mobile, mais peut-être pas tout à fait pour les mêmes raisons. J'ai pas eu le temps de le traduire en français, j'en suis désolé. Un extrait d'un bouquin assez intéressant de Kim Stanley Robinson, auteur de science-fiction et militant écologiste, qui s'appelle New York 2140, qui imagine New York après 2 épisodes de montée des eaux qui ont amené les eaux à monter de plus de 15 mètres, ce qui n'est pas tout à fait vraisemblable en 2140, mais c'est pas grave, la fiction a ses droits. Et donc New York est pour partie submergé, pour partie est devenu un endroit très à la mode, c'est une espèce de nouvelle Venise, donc il y a de la spéculation immobilière, on se dispute les immeubles à moitié engloutis, qu'on a évidemment durcis, et puis il y a des nouveaux quartiers qui émergent tout au loin avec des tours de 3 km. Et là, cet extrait parle d'une série de communautés, en particulier d'une femme, Amelia, qui vit en dirigeable et qui ne descend plus jamais, au fond, et qui donc circule sur une Amérique dont une large part a été rendue à la nature, dans cet habitat mobile, chose qu'on va retrouver aussi à d'autres endroits, dans l'idée que ce sont même les villes qui s'envolent et qui circulent. La mobilité, c'est du lien, mais la mobilité, ça peut ne pas être du lien. Voilà, ces gros mythes ici, s'ils circulent dans leur fusée et ont embarqué leur bagnole. Il y a 1 ou 2 hublots, mais pas trop. Et donc, on peut se déplacer en restant absolument chez soi et en ne découvrant strictement rien, éventuellement juste en allant chercher des ressources à l'extérieur. Tandis que dans le 5e élément, on a cette échoppe assez marrante qui est évidemment un restaurant asiatique, mais aussi un relais poste et d'autres choses. Donc, cette espèce de point fixe ou quasi fixe, qui ne bouge pas beaucoup, puisqu'il faut qu'on puisse le trouver à tout moment, comme médiateur. Et on a plusieurs morceaux de fiction, de semi-fiction, qui nous parlent du retour du laitier, par exemple, ce qui est apparemment réel dans certaines zones du Royaume-Uni pendant la période de confinement, et donc de toutes ces formes de reconnexion par des gens qui soit concentrent des flux d'informations et de personnes, soit vont chez les gens. Le lien entre territoire et mobilité, il vous est pas complètement inconnu. On le retrouve dans des endroits assez intéressants. Je fais juste une sélection ici. La ville de Final Fantasy VII, qui est décrite en même temps que son réseau de transport, lequel est curieusement
moins dense dans un certain nombre de zones populaires. La ville qui bouge, vous avez les Cities in Flight, je ne sais pas comment c'est traduit en français, de James Blish, donc où vraiment les grandes villes terrestres s'extraient de la Terre et commencent à circuler dans l'espace et à s'installer provisoirement à tel ou tel endroit. Donc c'est carrément le territoire qui bouge. Et un papier assez intéressant qui me montrait, qui s'étonnait que la ville de Lego City soit complètement structurée par la bagnole et les grands flux de transport industriel, que ce soit pas du tout une ville ni pour piétons ni pour cyclistes, en disant quand même nous sommes bien emprisonnés même dans le jeu par nos imaginaires. Tout cela nous amenant, et si vous n'arrivez pas à lire ces cartes, c'est tant mieux, c'est normal, il faut faire un effort, c'est un travail d'exploration qui se mène, mais nous amenant à réfléchir à partir des points de la mobilité à la question des repères, des systèmes de coordonnées. Et on nous a signalé deux travaux assez remarquables, les travaux d'abord de Alexandra Arène, Frédéric Aïtouati, j'ai oublié la troisième auteure, mais ça me reviendra, dans un livre qui s'appelle Terraforma et qui essaye d'imaginer ce que devraient être les cartographies de l'Anthropocène. Ici, j'ai pris exprès la plus compliquée, ou l'une des plus compliquées, c'est un travail artistique d'Alexandra Arène, qui, sur un territoire bien précis, essaye de photographier les mouvements et les relations entre les ou les étangs, je crois qu'elle disait, qui ne sont pas que des humains, qui sont des humains, des oiseaux, des végétaux, des flux de matière, des flux d'énergie, et montrant comment ces interdépendances s'organisent. Alors évidemment, c'est dur à lire, mais c'est au moins à lire, alors que des cartes géographiques habituelles, qui n'ont pas de profondeur, qui n'ont pas d'évolution territoriale, qui sont de fait comme des cartes, comme la plupart des cartes en tout cas en deux dimensions, ne sont pas capables de nous rendre compte de cette complexité-là. Et dans Terraforma, ils essayent toutes sortes de cartes subjectives, des cartes qui justement vont aller chercher les profondeurs et les hauteurs. Donc qu'est-ce qui se passe au-dessus du territoire sur lequel on est, qu'est-ce qui se passe en dessous et de quoi dans tout cela on dépend. C'est un travail assez relié au travail global de Bruno Latour autour de Gaïa, autour de l'Anthropocène. Et donc, c'est à lui qu'on doit les deux derniers schémas. Là encore, vous pourrez les trouver dans son livre. Et qui essaye d'imaginer ce que seraient les coordonnées d'opposition politique demain, qui se structureraient autour du fait d'être ou de ne pas être, ou d'être ou de se sentir ou de ne pas se sentir terrien ou terrestre. Je le laisserai, ou je vous laisserai accéder. C'est un petit bouquin, il est relativement accessible. Mais voilà un petit peu ce que je voulais très vite partager avec vous. Je ne sais pas quel temps j'ai pris, mais je pense que je dois être à peu près dans le temps. Donc, ce sont juste des impressions. C'est ce que j'appelle, ce que je demande quand j'enseigne à mes étudiants, faire, c'est un rapport d'étonnement. Qu'est-ce qui vous a étonné? Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne saviez pas? Qu'est-ce qui vous a éventuellement un peu choqué? Donc, ce sont juste des impressions. C'est pas des conclusions. C'est certainement pas une théorie générale des mobilités du futur, mais c'est aujourd'hui une sélection des matériaux que nous avons réunis et que vous pourrez retrouver sur le lien corpora que je vous ai donné, donc de l'outil que nous avons créé autour de ça. Merci Daniel, tu es parfaitement dans les temps. Alors ce lien vers la plateforme, je l'ai partagé effectivement sur le chat et vous pourrez le retrouver un tout petit peu plus haut. C'est peut-être juste en guise de première question et en attendant peut-être que d'autres se manifestent sur le chat, que tu rappelles un peu la démarche, c'est-à-dire que vous avez collecté ces fragments précisément issus des imaginaires, des démarches artistiques et de vision. Comment est-ce que vous allez faire en sorte que ces visions rejoignent et se confrontent finalement à l'analyse des experts qui, eux, réfléchissent et travaillent beaucoup sur les futures mobilités, souvent dans un cadre un petit peu différent. Oui, écoute, on a deux choses dont on doit encore un peu arrêter la méthode, mais c'est ce qui doit se passer à partir de janvier à peu près, de juin, ce qui va se passer à partir de juin. Donc, premier temps, ces centaines de fragments qu'on aura accumulés
on peut pas juste venir devant des professionnels ou des prospectivistes en disant tiens voilà débrouillez-vous avec. Donc il faut qu'on les travaille un peu, il faut qu'on fasse un peu de curation, un peu de sélection, ils se valent peut-être pas tous, et puis peut-être là encore essayer d'en inventer quelques formes de cartographie ou de classement, pas trop fermé, pas trop interprétatif, parce que sinon on va déjà bloquer les analyses ultérieures, mais malgré tout rendre ça un petit peu accessible autour du travail qui était une toute première expérience de la même chose, mais beaucoup plus artisanale. On avait produit une forme de jeu de cartes, par exemple. Et donc l'idée là, c'est à partir de là d'avoir un premier temps dans lequel on partage ce matériau avec plutôt des experts, voilà, spécialistes des mobilités, prospectivistes, chercheurs, et qui voudra bien sûr, mais soit en un à un, en face à face, soit au travers d'ateliers. Le but du jeu quand même étant d'aller chercher chez les experts d'abord une capacité d'étonnement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a là-dedans des choses qui, pour une raison ou pour une autre, non pas nécessairement des choses que j'ignorais totalement et qui d'un coup me seraient révélées, il faut quand même pas exagérer, mais des choses qui quand même nous surprennent, grincent, nous font réagir, nous font avancer ou questionner là-dessus. La deuxième chose, c'est que des experts et des professionnels qui l'admettent ou pas, ça dépend desquels, ont un imaginaire, ne serait-ce que celui qui les a amenés à devenir experts et professionnels dans ce domaine et pas dans un autre. Et donc, c'est aussi la manière d'essayer d'obtenir des rebonds. Donc, l'idée, c'est voilà, d'amener quelque chose, de recueillir des surprises, des compléments, des analyses, des questions, d'enrichir à nouveau ce contenu-là. Et donc, de ça, à nouveau, on rendra compte pour essayer de voir si, au fond, on va essayer de produire des questions. L'idée, c'est à ce stade de produire de meilleures questions. Et puis, la troisième étape à l'automne, c'est vraiment au travers d'ateliers de création collective, ce sera de mettre ensemble des professionnels, des experts et des créateurs pour produire ensemble des propositions plutôt fictionnelles autour des futurs des mobilités à partir de ce matériau, à partir de cette analyse et à partir de méthodes de coproduction artistique. Entendu. Merci. Alors peut-être juste avant de revenir au sujet spécifique de la mobilité, quand même une question un peu méta. Vous avez lancé ce programme à un moment où, alors pour le dire avec mes mots, on pouvait compter sur les imaginaires pour nous sortir d'une situation peut-être de relatif blocage. On avait un très gros problème, on l'a toujours d'ailleurs, c'est la question, mettons, climatique et des mobilités carbonées. C'est l'un des grands problèmes, en tout cas c'est l'éléphant dans la pièce. Et puis vous atterrissez en quelque sorte dans un contexte qui n'a peut-être pas changé structurellement, mais qui en tout cas conjoncturellement eh bien fait entrer un autre éléphant dans la pièce. Et donc c'est la question bien sûr de la crise sanitaire, mais aussi de la crise économique. Et finalement, est-ce que, j'allais dire, les préoccupations de ceux qui sont en mesure ou susceptibles de se saisir de ce matériel-là n'ont pas changé au fond? Et est-ce que la crise ne nous ramène pas à une préoccupation plutôt de tout remettre en route très très vite au fond? Elle peut faire les deux et le débat existe. C'est pas seulement chez nous qu'il va se formuler. Soit on se dit on remet tout en route, on réfléchira plus tard. Soit on se dit c'est quand même produit l'inimaginable au sens propre du terme et comment justement cet inimaginable qui est probablement récurrent, mais à nouveau récurrent de manière inimaginable, c'est-à-dire pas forcément de la même manière que celle qu'on a vécue, comment est-ce qu'on est éventuellement capable de le vivre? Moi, je suis donc, bien sûr, les questions vont changer. Si elles changent simplement en disant bon, votre truc c'est sympa, mais là on a des préoccupations de plus court terme, je dirais en fait on nous disait la même chose avant. C'est-à-dire on a toujours des préoccupations de plus court terme, elles sont toujours légitimes en plus. Hein. Simplement, la raison pour laquelle au fond on a créé
le réseau Université de la Pluralité. Elle peut être symbolisée autour de la question climatique, mais c'est pas la seule. Nous sommes constamment placés face à des choses que nous ne sommes pas capables de nous figurer, c'est-à-dire d'imaginer. Alors, évidemment, la question climatique, elle est là, parce que c'est en tout cas en Occident, c'est notre construction très profonde comme maître et possesseur de la nature, dont je rappelle que bien sûr c'est une phrase de Descartes, mais que c'est aussi, je crois, la 26e ligne de la Genèse, hein, où les animaux et les poissons sont créés pour nous, enfin, nous sommes créés, nous avons été créés, humains, pour dominer les poissons dans la mer et les animaux sur la terre, lesquels ont été créés pour bouffer les plantes. Et donc, tout depuis 2000 ans en Occident, notre construction anthropologique est fondée sur l'idée que tout le reste est une ressource. Et donc, vous pouvez analyser le fait que ça ne va pas et qu'il faut en changer, etc. Ça ne se résoudra jamais par des solutions techniques. C'est profondément dans les têtes que ça se pose. Mais on peut le trouver autour des débats aujourd'hui sur ce que c'est que la maladie. Est-ce que la maladie, c'est un dérèglement du cœur ou du corps, d'une machine qui s'appelle le corps, ou est-ce que c'est un dérèglement d'une société, d'une manière d'être avec l'autre? On peut le trouver dans le champ, même chez les plus modernistes. Le mot de singularité technologique, qui a été plutôt au départ forgé pour décrire le moment où nos technologies nous dépassent à un point, au point qu'il est impossible pour nous de jamais les comprendre ou les rattraper, a fortiori les maîtriser. C'est un mot qui dit, en mathématiques, en physique, au-delà, on sait. Au-delà, aucune des lois qui fonctionnent dans le monde d'aujourd'hui ne fonctionne dans le monde de demain. C'est ça une singularité. Un trou noir est une singularité, par exemple. Et donc, ça dit bien que nous sommes sans arrêt face à des choses dans lesquelles notre rationalité, nos mécanismes cessent de marcher. Il n'y a que, en tout cas dans notre hypothèse, que le passage par les imaginaires qui nous permet éventuellement d'y travailler. Je vous prends un autre exemple qui est vraiment intéressant. Vous connaissez tous et toutes le réseau des villes en transition. Hopkins, je ne sais pas, d'ailleurs, je suppose que son intervention n'a pas eu lieu ou elle a eu lieu à distance chez vous? Elle n'a pas eu lieu encore et voilà. Je parlais récemment avec Antoine Courmont à Sciences Po qui me disait qu'hélas, son intervention qui était programmée donc prochainement serait également. Ah oui, c'est ça. Y arriver. Oui. Bon, alors Hopkins, donc c'est un réseau qui se crée autour de d'une idée large, mais du mot de résilience, et autour en tout cas de l'idée qui est le monde tel qu'il est va s'arrêter de fonctionner, et nous devons l'anticiper en créant des conditions heureuses dans des communautés réelles d'une vie qui pourra continuer, même si les mécanismes principaux sur lesquels ce monde est construit s'arrêtent de fonctionner. Et Hopkins, après bien 10 ans de travail hyper pratique, de création d'un réseau, d'expérimentation partout dans le monde, sort un livre autour du pouvoir de l'imagination. Et autour de cette idée que ça n'ira jamais plus loin si on ne travaille pas aussi, en même temps, à la fois bien sûr de manière pratique, et on a toujours des choses à faire de manière pratique rapide, il n'y a aucune raison de ne pas les faire, Entendu. Alors, peut-être aussi une autre réflexion pour revenir à la question des mobilités et pour prendre une autre, j'allais dire, figure de ce monde-là, une figure discutée, qui serait celle d'Elon Musk. Comment? Tu m'entends? Vous ai-je C'est revenu? Ok. Non, je disais simplement que les imaginaires n'inspirent pas inspirent souvent des visions rupturistes, mais n'inspirent pas toujours des visions qui iraient dans un sens, disons, mettons de progrès, de préservation de l'environnement. On a beaucoup parlé donc justement on a un peu parlé de la question climatique. Quand on pense à une figure comme Elon Musk, dont il ne fait aucun doute qu'il s'alimente de la science-fiction, qu'il s'alimente des imaginaires, comment est-ce que finalement des idées comme les siennes justement s'inspirent de ces imaginaires, et comment se fait-il que
parmi, disons, les grands innovateurs en matière de mobilité, c'est peut-être sa figure qui émerge parmi celle des gens, des rêveurs, ou en tout cas des gens qui s'inspirent justement des imaginaires. Voilà. D'abord, si on va pas faire un long détour anthropologique, mais nous sommes tous nourris d'imaginaire. On est des animaux construits par nos imaginaires, tout notre système de signification, au fond, toute la réalité est filtrée par nous, par les imaginaires. Alors, il y a ceux qui l'admettent plus ou moins, on a évidemment plutôt des systèmes aujourd'hui en Europe, peut-être en France, d'éducation ou de reconnaissance professionnelle qui valorisent plutôt le contraire, en général, dans la plupart des professions. Et donc on ne le dira pas, on se gardera de le dire, mais et c'est peut-être un peu moins vrai dans certains endroits. Donc Musk, ou beaucoup en effet des entrepreneurs du net, avouent leur filiation et leur dette vis-à-vis d'une science-fiction. Et c'est peut-être un des points aussi importants d'une science-fiction qui est en gros la science-fiction cyberpunk des années 1980, qui est qui a donné des très bonnes œuvres. Hein. Je suis un fan de Neil Stephenson, Le Samouraï virtuel, L'Âge de Diamant, etc. par exemple, mais qui quand même raconte, et c'est intéressant, qui raconte un monde très sombre. Très lourd, plutôt violent, de domination, de surveillance, mais dans laquelle un héros, le plus souvent, sauf peut-être chez Stephenson, c'est plutôt un héros qu'une héroïne, lui se démerde. Et donc, quand même, c'est un drôle de truc. C'est évidemment, voilà, c'est le mythe du cow-boy revisité, etc. Le monde est dur, mais moi, je m'en sors. Moi et mes proches, on s'en sort et on se serre les coudes, etc. Et Musk, c'est ça. Hein. Musk, c'est quand même la Terre est foutue. Quelques-uns d'entre nous allons sur Mars. Et c'est un rêve. Donc, on est exactement là-dedans. Ce qui nous frappe, nous, c'est que justement, ça c'est dominant parce que voilà, il y a eu des très grands auteurs, parce qu'il y a un système industriel autour, parce que Hollywood, qui est jamais très anticipateur, se fonde plutôt sur ça. C'est-à-dire, voilà, la série d'Amazon Prime, elle se fonde sur des romans et nouvelles de Philip K. Dick qui sont extraordinaires, mais qui datent des années 60, 70, plutôt 60 d'ailleurs. Et donc, c'est toujours là-dedans qu'on puise parce qu'on en a l'habitude. Si on va chercher dans des choses plus contemporaines, en science-fiction, mais pas seulement américaine, française avec Damasio ou d'autres, ou Catherine Dufour, ou Cathy Stewart, africaine qui fait qui sortent des choses assez passionnantes, chinoise. Si on va chercher dans le design spéculatif, si on va chercher dans les arts plastiques, dans les arts de la scène, on trouve des imaginaires beaucoup plus diversifiés que ça. C'est simplement pas ceux de Musk. Ça n'existe même pas là-dedans. Ce qui m'amène, moi, parfois à dire que c'est à la fois, c'est évidemment un très grand entrepreneur, je ne peux pas dire le contraire, et ce qui fait est intéressant, stimulant, choquant, mais stimulant parce que choquant et tout ce qu'on veut. Son imaginaire, lui, commence à dater un peu. C'est une espèce voilà, c'est les derniers feux de la modernité non questionnés par quoi Intéressant. que ce soit. En tout cas, c'est effectivement une invitation à renouveler un petit peu ces imaginaires que tu nous as proposés. Peut-être pour poursuivre encore sur la question des mobilités ou des démobilités, pour reprendre un terme qui est cher à la fabrique précisément des mobilités. Tu nous as parlé donc d'exemples finalement de mobilité confinée, mais l'expérience que nous avons vécue tous et toutes au cours de ces derniers temps, c'est finalement le voyage autour de sa chambre, c'est justement apprendre à vivre dans une forme de mobilité immobile en quelque sorte, réinventée. On est à la fois présent, ailleurs, et, etc., etc. Comment est-ce que justement cette expérience, disons, te semble soit, disons, inspirer la recette que vous avez faite ou la collection d'exemples que vous avez faite, soit peut-être te semblait en quelque sorte annoncer
dans certains fragments que vous avez pu rassembler, donc mettons de science-fiction ou artistique, qui auraient pu préexister finalement à cette crise. Annoncer, je sais pas. Et au fond, le moins intéressant dans la fiction, c'est de se dire ça, elle l'avait prévu, ça, elle l'avait pas prévu. Voilà, ça peut arriver parfois parce que effectivement les gens réfléchissent bien, parfois parce que une horloge arrêtée tombe juste 2 fois par jour, donc statistiquement ça ne peut qu'arriver. Mais non, peut-être à nouveau, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de pointer sur des choses qu'on n'aurait pas nécessairement été amené à voir. C'est-à-dire le plus classique et le plus simple, c'est évidemment la prolifération des pratiques et des outils à distance, les limites qu'on va y trouver, le fait qu'on sera content de se retrouver physiquement, qu'il y a un certain nombre de choses qu'on sait ou qu'on ne sait pas faire ou qu'on a appris à faire, tout ça, tout ça. Mais peut-être 2 choses. La première qu'on trouve là dans la série d'Amazon, cette idée que l'usine continue de tourner et les drones continuent de livrer. Moi, je l'entends, il n'y a pas très longtemps, j'étais interviewé par un journaliste qui me disait, il y a plein de chefs d'entreprise qui me disent, ah oui, 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 là, vraiment, on a compris que ça servait à rien de faire venir si souvent les gens dans l'entreprise et que, bon, quand même, et qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire, soit au travers du truchement technique, soit même directement par la technique et par la machine, et que c'est quand même ce qui va assurer aussi la continuité d'une production si on a des épisodes de crise récurrents de ce type-là. Et donc, on sent bien une aspiration ou une expression, une poursuite de cette aspiration qu'on avait bien trouvée aussi dans le travail, dans l'exploration Work Plus sur les futurs du travail, vers une entreprise qui continue de considérer que quand même, les gens, c'est très compliqué à gérer et que sans eux, ce serait mieux. Donc, c'est à la fois les machines, l'automatisation, mais jusqu'à l'idée, effectivement, que pourquoi, du coup, si on s'est débarrassé des salariés, ne pas aussi se débarrasser des clients, ce sera quand même vraiment plus prévisible. Et je vous signale qu'il y a quand même déjà des secteurs économiques, le trading à haute fréquence est réuni à peu près que des machines et avec assez peu de sous-jacents où que ce soit dans l'économie. Donc, on est dans la finance, mais pourquoi ne pas, donc, comme dans l'épisode, être aussi dans l'économie dite réelle. Et le deuxième, c'est un peu cette idée que ce qui est cool dans la téléconférence, c'est que on est vraiment plus efficace, c'est-à-dire qu'une relation, ça n'est que sa fonction. Et que, voilà, autour de la machine à café, on perd du temps quand même, quoi, hein. Et là, voilà, en tout cas, c'est vrai ou c'est pas vrai, le but, c'est pas à nous de dire ce qui est vrai, mais ça questionne, en tout cas, ce qu'on entendait même par organisation de travail ou par entreprise, hein. Est-ce que ça n'est juste qu'une série de fonctions ou est-ce que c'est une communauté humaine? Et si oui, pourquoi? Ou est-ce qu'éventuellement, il faut considérer qu'il y a certaines entreprises qui ont cette fonction-là et d'autres qui en auraient, qui n'en auraient pas. Donc ça, c'est quand même peut-être une première chose. Et la deuxième, je l'ai citée, c'est vraiment autour plutôt de l'expérience du temps qui nous semblait voir des choses intéressantes ici. C'est-à-dire que c'est moins la distance que l'urgence, que la course qui était questionnée dans un certain nombre des fragments qu'on avait trouvés. Et là, bon, il y a assez peu de doutes sur le fait qu'assez vite on sera revenu dans les rythmes d'avant, mais peut-être qu'avec un peu plus de regret, enfin celui qu'on a... Peut-être une dernière question de mon côté, je vais rebondir sur la question de Carlos Holguin qui demande qui remarque qu'il y a 2 ans et quelques quand même, quand on parlait beaucoup de voitures volantes, de taxis volants, de taxis autonomes, etc., finalement, ce sont les trottinettes électriques qui se sont imposées. Il y avait une vision un peu prométhéenne, pour reprendre un peu, et puis c'est une vision... finalement relativement frugale, en tout cas plus économique, qui s'est imposée. La question alors lui demande si la réalité ne dépasse pas en ce sens la fiction. Moi, ce que je me demande, c'est si
la science-fiction ou les imaginaires, j'allais dire, tels qu'ils sont tirés de l'exercice artistique, ne sont pas faits ou n'inspirent pas systématiquement des visions très ambitieuses, précisément prométhéennes. Est-ce que on aurait pu rêver, est-ce que des auteurs ont rêvé des mobilités très modestes, entre guillemets, comme celle-là, celle de, voilà, de la trottinette, ou tout simplement des mobilités douces, quoi. Alors, oui, sans arrêt, en fait. Mais c'était pas ça qu'on voyait ou qu'on voulait voir, et c'était moins marrant pour Hollywood de le faire. Hollywood n'étant qu'une petite partie de la production imaginaire, mais une partie très visible et bien financée. Donc, d'abord, est-ce que la réalité dépasse la fiction? À la fois, oui, tout le temps. La fiction n'étant pas de la prédiction, par définition, la réalité s'en écarte, fort heureusement, et réciproquement. Les deux ont des fonctions différentes et se nourrissent, puisque c'est malgré tout dans les imaginaires qu'on puise la capacité à changer la réalité. Les imaginaires n'étant pas nécessairement des récits, ça peut être des images, ça peut être, ce sont des mythes, ce sont des expériences que l'on va faire, et c'est les significations qu'on leur donne. Mais tout de même, à nouveau, depuis quelques décennies, même la science-fiction, et à nouveau, il n'y a pas que la science-fiction dans les arts, est devenue beaucoup moins technocentrée qu'elle l'était, au grand désespoir de certains. Neil Stephenson, sans désert, a essayé de lancer un projet qui s'appelle le projet Hiéroglyphe avec l'Université d'État d'Arizona, qui justement cherchait à faire produire des textes de hard science-fiction, donc avec de la vraie science et de la vraie technique, et en plus positif et optimiste. Et donc, voilà, sa question à lui, c'est pourquoi on n'a pas de nouveaux ascenseurs spatiaux, etc. On n'a plus de grands projets. Prométhée, c'est fini, mais vous trouvez dans des bouquins d'anticipation, alors ils ne sont pas forcément joyeux, hein, mais dans la route, on marche à pied. Dans la route de Cormac McCarthy, on marche à pied. Alors évidemment, on marche à pied avec son caddie et son enfant dans un monde dévasté. Dans New York 2140, on est en dirigeable, on est en bateau, on bricole des trucs, on va sur des passerelles. Le symbole de l'exploration que vous avez peut-être devant vous sur l'écran, c'est un travail d'un studio de design qui s'appelle Aqualita, qui a essayé d'imaginer justement la vie quotidienne, et notamment les circulations dans des villes pour partie englouties. Et donc là, voilà, vous avez un homme qui passe sur une passerelle, mais vous avez aussi des dirigeables, et vous avez éventuellement des barques et des choses. Donc, en fait, on en trouve, et surtout, on trouve une pensée ou une réflexion qui dépasse juste l'invention de moyens de locomotion. Ce qui était notre espoir et notre crainte, hein, c'est qu'on n'ait que des moyens de locomotion. Et en fait, beaucoup moins que ce qu'on imaginait. Alors, c'est vrai qu'on avait un peu dit en disant oh, pas trop de voitures volantes, s'il vous plaît. Donc, peut-être les gens étaient disciplinés. Mais je pense qu'il y a un effet de loupe. Si on regarde la production la plus mise en avant et la sélection par celles et ceux qui ne se plongent pas souvent dans la production imaginaire, on trouve beaucoup de ça parce que c'est ce qu'on a l'habitude d'aller chercher. Si on regarde la production telle qu'elle se fait un peu partout, c'est beaucoup merci, plus riche que ça, merci Daniel. Peut-être pour encore une invitation donc à diversifier, disons, nos imaginaires. Je vais partager dans un instant à nouveau le lien vers l'outil de collecte que tu as voulu nous signaler, un outil de collecte qui, tu le disais, est ouvert aux contributions des uns et des autres. Donc c'est une belle invitation, non seulement à s'inspirer, mais aussi voilà. Bon, très... Il n'est pas seulement d'ailleurs ouvert aux contributions, il est open voilà, source. Donc on va pouvoir s'y pencher. Je partage le lien dans un instant. Je te remercie de ton intervention aujourd'hui, tout à fait dans la ligne de nos travaux et de nos réflexions ici à Léonard et à la Fabrique de la Cité. Merci encore, merci à tous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, oui, vous pouvez
si vous le souhaitez. Restez encore un peu avec nous et avec Daniel qui me proposait lui aussi de Non, non. continuer donc quelques minutes et de poursuivre donc les échanges dans l'espace networking qui se trouve à gauche de votre écran où vous pourrez continuer la discussion. Alors dans un temps très court, hein, c'est 3 minutes, mais c'est juste assez de temps pour partager une réflexion et éventuellement échanger les coordonnées avec Daniel et avec les autres membres donc de l'assistance. J'espère vous retrouver nombreux, aussi nombreux encore qu'aujourd'hui, dès demain, puisque nous poursuivons donc ces cycles de rencontres avec cette fois-ci une intervention de Chloé Voisin, que certains d'entre vous connaissent bien déjà, puisque ce sera sa 3e présentation donc, pour 30 minutes pour demain, et elle va parler de la relation des villes avec, et de la façon dont les villes peuvent servir la santé. Voilà. Donc les villes ne sont pas que ce cloaque dans lequel nous nous déplaçons masqués, c'est aussi un environnement qui est capable eh bien de contribuer à la santé de ses résidents. Merci encore à tous, merci Daniel, et rendez-vous donc en networking dans un instant.